bienvenue. Nous sommes dans la fête de la musique de notre âme, fête du savoir, fête de la connaissance, grâce à la présence de monsieur le professeur émérite Toby Nathan. Merci d'être ici et de découvrir ensemble le monde, le riche monde de l'ethnopsychiatrie, parce que vous avez fondé l'ethnopsychiatrie clinique et vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie. Vous êtes écrivain, vous êtes essayiste, vous êtes diplomate, vous avez fondé le Centre Georges Devereux, mais je m'arrête ici parce que Madame Irène Talaban, visiting professor de l'Université Spirou Haret, chargée de cours à l'Université catholique de Lille, se trouve ici et je suis sûr qu'elle va dire des mots en plus sur votre personnalité, votre activité. Merci Sandra Lepoev, président de la Association roumaine de psychothérapie psychanalytique, et une psychologue clinicienne et psychothérapeute avec une grande expérience. Irène Talaban, on va commencer avec vous, peut-être au sujet du maître et disciple. Pourquoi? Bon, je vais essayer quand même de faire une bonne prestation. Bonjour Toby Nathan. Bonjour Irena. Qui vient d'Égypte, ce pays qui te ressemble et que je n'ai jamais connu, sauf peut-être à travers des livres et à travers mes patients. Disons que j'ai connu Toby Nathan en 1991 et je l'ai connu comme professeur de psychologie clinique et psychopathologie à l'université Paris 8. Et où il faisait les cours de psychanalyse. J'étais étudiante en Master 2 de psychologie clinique et psychopathologie. Et je l'ai connu la même année à travers le séminaire d'ethnopsychiatrie que j'avais choisi parmi 4 séminaires possibles, dont les 3 autres étaient en langue de bois. Langue de bois. Oui. Et je ne savais rien sur l'ethnopsychiatrie, le mot ne me disait rien. Et je savais encore moins du professeur Toby Nathan et de Georges Devereux, je n'en avais jamais entendu parler. Donc je l'ai connu aussi toujours en 91 à la consultation d'ethnopsychiatrie de Villetaneuse, où je suis allée pour la première fois, après avoir demandé au professeur Nathan de faire avec lui une tranche de psychanalyse. Et il m'avait envoyé à la consultation de Villetaneuse. Et le jour où je suis venue à cette consultation, c'était un mardi, il y avait beaucoup de monde, je n'avais jamais vu une telle consultation. Il y avait des patients qui attendaient dans la salle d'attente et il fallait quand même que je dise qui je suis, qu'ils disent qui je suis. Il savait un tout petit peu que j'avais pratiqué la psychanalyse en Roumanie. Et alors, il m'a présenté aux autres en disant « Et là, je vous présente notre collègue roumaine, Irène Talaban, qui s'est occupée de la sexualité des Roumains pendant Ceausescu. » Sexualité. Et donc, voilà. C'était vrai? C'était vrai. Parce que tu crois que j'invente. Non, c'est vrai. L'écrivain, c'est toi. Et puis, je l'ai connu à travers la consultation d'ethnopsychiatrie du Centre Georges Devereux, qu'il avait fondé, qui se tenait toujours le mardi entre 9h du matin, 9h30, allez, parfois 10h, jusqu'à minuit. On était les dernières à quitter les lieux de la fac et c'était pour la première fois dans ma vie que je faisais pendant toute une journée des voyages aussi nombreux et jusqu'à l'heure où le carrosse devient citrouille. Et là, on partait comme on pouvait en prenant le dernier métro ou une des voitures, parce qu'il y avait plusieurs d'entre nous qui avaient des voitures. Ultérieurement, il y a eu les attentats en 96 ou 15, je ne sais pas, à Paris. 96. Voilà, la faculté a introduit des garde-fous et on partait les derniers. Il n'y avait que les gardiens qui faisaient le rond de nuit avec les chiens. Des chiens, ouais. Tu sais, les chiens loups. Oui, avec les chiens, ouais. Donc il y avait nous les gardiens et les chiens, peut-être Georges Devereux quelque part, je ne sais pas, il nous le dira. Et puis j'ai connu Toby Nathan à travers les supervisions que j'ai faites
avec lui pendant des bonnes années, quelques bonnes années, pour moi, pas suffisantes, pour lui sans doute assez nombreux. Et là, pendant ces supervisions, ma première idée était toujours mauvaise et j'en avais pas une deuxième. Et puis, je l'ai connu à travers les séminaires des étudiants en thèse, des doctorants, de lundi soir, quand nous partions tous un peu paumés et quand nous disions les uns aux autres, mais quand même, il y a quelques mois, au même séminaire, Tobinator avait défini l'ethnopsychiatrie autrement. Est-ce la même chose? On avait cru qu'on avait tout compris et là on se retrouve à devoir reprendre tout à zéro. Et puis, disons que je l'ai connu avec nous les élèves, si j'ose dire, enfin ces doctorants du moins, et je peux dire qu'ils nous poussaient parfois d'une manière abrupte dans une direction à laquelle on n'aurait jamais pensé, qui nous semblait impossible et qui s'avérait, je ne sais pas comment, d'un coup comme ça, qui s'avérait lumineuse. Je ne sais pas comment il faisait ça, comment il reformulait des questions, mais il les reformulait de telle manière que les questions, toujours les mêmes, étaient radicalement autres. C'est une sorte de, sans doute, de manière d'obliger quelqu'un de produire de la pensée en lui inculquant l'embarras de la pensée. Et puis je l'ai connu inspiré, si je peux dire, en se troussant les manches, attentif aux moindres détails, aux moindres mouvements, en traitant ses patients d'égal à égal, de force à force, leur thérapeute et leur apprenti à la fois, intéressés par leur langue, par leurs coutumes, par leur monde, par les ruptures, par leur groupe, par les tomes des leurs et par les périples des générations entières. Et ensuite, je pourrais dire que j'ai connu sa générosité, je l'ai connu généreux, cette générosité qui exclut toute forme d'hypocrisie. On parle comme ça des morts? Non. Non? Ah bon? Quand tu seras mort, je serai morte. Bon, je ne pourrai pas parler de toi. Et donc, bon, il faut que j'en parle du temps où tu es vivant. D'accord. Et peut-être que tu n'es pas content, mais... L'esprit très vivant, monsieur le professeur. Et puis, je vais vous dire que je l'ai connu en tant qu'écrivain. Et quel écrivain? Parce que le jour où j'ai lu mon patient Sigmund Freud, qui était traduit en roumain, Pacientul meu Sigmund Freud, je me suis dit, tiens, j'ai connu quelqu'un qui sans doute s'était promené et avait discuté avec Freud dans les rues de Vienne de l'époque. Et ensuite, quand j'ai lu Ethnoroman, c'est j'allais dire que c'est un des meilleurs livres de Tobinator, mais enfin, après, il va falloir que je compare et je ne pourrais pas me décider. Je me suis dit, tiens, quelqu'un qui a vraiment connu ma mère. Donc, je suis très contente de l'avoir, que nous puissions le recevoir aujourd'hui, qu'il a accepté de venir être avec nous ici, même si, bien sûr, il est venu en Roumanie à cause de Georges Devreux. Et je vais lui laisser la parole. Oui. Quoi qu'il dise, ce sera un cadeau. Et pour ce cadeau, je ne saurais jamais lui remercier. Merci, professeur, d'être ici en Roumanie pour la première fois. La Roumanie est la douleur d'avoir un maître. Si vous voulez dire... Alors, bon, d'abord, Irena, elle parle de moi comme si j'étais mort. Mais bon, mais peut-être que c'est son souhait aussi, hein, que je disparaisse. Comme ça, elle pourra parler de moi tant qu'elle voudra. Bon, ça ne me fait rien. Je lui pardonne parce que c'est quand même... Elle est inspirée. Irena, elle est inspirée. Alors, moi, je suis là. Merci Irena. Merci Mattei d'avoir organisé tout ça. Merci Sanda d'avoir organisé aussi tout ce périple. En fait, je suis préoccupé depuis que j'ai commencé mes études, en fait, hein, par mon maître, en fait. Et c'est ça, un maître. Hein. C'est-à-dire, un maître, c'est quelqu'un qui vient et qui occupe ton monde intérieur, qui rentre dans toi.
c'est pas quelqu'un qui te met des contenus à l'intérieur. Celui qui te met des contenus à l'intérieur, c'est un professeur. Et ces gens-là qui te mettent des contenus à l'intérieur, ça sert à rien. Pour moi, ça sert à rien. C'est-à-dire, les contenus, ils rentrent, ils sortent, tu les retiens, tu les oublies. C'est des choses qui passent comme ça. Un maître, c'est pas des contenus qui se mettent à l'intérieur, c'est lui-même qui rentre à l'intérieur de toi. Et je ne sais pas comment on fait pour être un maître, hein. Mais en tout cas, moi, j'ai eu un maître, c'est vrai. J'ai eu un maître. C'est extrêmement douloureux, c'est vrai. C'est une douleur. C'est une douleur, c'est une souffrance. C'est aussi une très grande richesse, en fait. Mais on est habité, en fait. On est habité par ce maître. On lui donne son existence. Enfin, c'est pas qu'on est dévoué à lui. C'est que on pense, c'est lui qui pense. On vit, c'est lui qui vit à l'intérieur de nous. Et c'était pendant le temps de ma thèse, c'était comme ça. Et puis ensuite, il est resté à l'intérieur de moi comme une énigme. Il faut dire que ce maître Georges Devreux est un personnage très singulier, hein. Donc, il nous disait qu'il s'appelait Georges Devereux. Il nous disait qu'il était venu de Lugos. Lugos. Moi, je ne savais pas où c'était Lugos. Il disait que c'était en Hongrie. Lugos en Hongrie. Alors, moi, je répétais Lugos en Hongrie, hein. Mais en fait, un jour, j'ai regardé. C'est pas en Hongrie, Lugos. Lugos, c'est dans le Banat. C'est dans le Banat. Bien sûr, ça a été un moment, une partie de l'Autriche-Hongrie, en fait, hein. Mais bon. Et puis, il disait qu'il était le descendant d'un soldat de Napoléon qui s'appelait Devreux. Alors, un jour, j'ai regardé quand même, j'ai cherché et je me suis dit, s'il y a une famille Devreux, il doit y avoir d'autres Devreux en Hongrie. Tu peux regarder, il n'y a aucun Devreux en Hongrie. Il ne peut pas être le seul à s'appeler Devreux dans toute la Hongrie. Donc, je me suis dit que ce n'était pas vrai, quoi, hein, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas vrai. Et donc, j'ai regardé, quand il est mort en 1985, Devreux. Donc ça fait 30 ans de ça. Quand il est mort, on a appris qu'en vérité, il s'appelait Dobo. Il est né György Dobo. Et il est né à Lugos, dans le Banat. Et donc, j'ai pensé donc qu'il s'appelait Dobo. Dobo est un nom hongrois, hein. C'est le nom d'un héros du combat contre les Turcs, en fait, hein, d'un héros hongrois qui a combattu les Turcs au XVIIe, au XVIIIe siècle, je crois. Et donc, bon, dans ma tête, c'était Dobo. Et puis après, on m'a dit, mais non, il ne s'appelle pas Dobo. Donc, il était derrière ce nom de Dobo. Il y avait encore un autre nom et qu'on ne savait pas. Alors, je me suis dit, je vais aller voir à Lugos. Et tu te rends compte, j'ai mis du temps, hein, puisque ça fait 30 ans qu'il est mort, et c'est la première fois. Je suis allé à Lugos cette semaine, et on a fouillé les documents de la communauté juive, parce qu'il faisait partie de la communauté juive de Lugos, et on a trouvé en fait que déjà son père avait changé de nom. Donc cet homme qui m'a habité, qui a été mon maître, qui a fabriqué ma pensée, eh bien cet homme, il s'était caché derrière un nom qui lui-même était une cachette d'un autre nom. Donc il y avait un nom caché dans un nom, quoi. Et on a découvert avec Irena, en compulsant les registres de la communauté, qu'il s'appelait en fait Weissmayer. Weissmayer, c'est le père qui s'appelait Weissmayer. Donc je me suis rappelé d'un texte de Devreux qui s'appelle « La renonciation à l'identité, défense contre l'anéantissement ». C'est-à-dire comment on cache son identité pour que l'autre ne veuille pas vous détruire, en fait. C'est cette idée comme ça que quand on a une identité qu'elle est trop visible, elle déclenche la jalousie, l'envie de l'autre, et à ce moment-là, l'autre veut détruire ton identité. Et c'est pour ça que tu te caches derrière. Il a écrit un article magnifique, un article de psychanalyse, hein, magnifique, qui est paru dans la revue française de psychanalyse, hein, et qui s'appelle « La renonciation à l'identité, défense contre l'anéantissement ». Et là, j'ai compris qu'il parlait de lui, en fait. Pas seulement, mais aussi de lui, quoi, qu'il parlait de lui. Et c'était curieux parce que, en même temps que c'était cet homme caché comme ça, c'était un paradoxe vivant.
Parce que nous, ce qu'il nous a enseigné, c'est que chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu t'interroges sur lui, bien sûr, sur la personne que tu rencontres, mais tu t'interroges sur son père, sur sa famille, sur sa langue, sur sa culture, sur son Dieu. Moi, tu parlais, Irena, de la façon dont je faisais la supervision. J'ai jamais fait de supervision avec Devreux, mais de temps en temps, je lui parlais de mes patients. Et par exemple, un jour, je lui parle d'un patient, je lui dis, j'ai un patient qui a tel et tel symptôme. Et il me dit, ah, c'est un tamoul de Pondichéry. J'avais juste dit les symptômes. C'est-à-dire qu'à partir des symptômes, il raccrochait ça à une culture, à un monde, à un environnement. Et il avait raison, hein, c'était vrai, hein, c'était un tamoul de Pondichéry. Hein. C'est-à-dire qu'il faisait exactement le contraire de sa vie à lui. Alors que lui cherchait chez les autres leurs attachements, lui, il avait caché tous les siens et il ne voulait pas les divulguer, en quelque sorte. Donc, c'est pas seulement que j'étais pris par lui, c'est qu'il m'a mis à l'intérieur de moi des énigmes. Et je suis encore pris par ces énigmes au point que, à mon âge, je suis un vieil homme retraité aujourd'hui. Eh bien, à mon âge, je suis encore en train de chercher la résolution de ces énigmes d'autrefois, quoi. C'est ça un maître. Hein. C'est donc une douleur très très forte. Hein. En même temps, je pense que Devreux ne voulait pas être un maître, lui. Lui ne voulait pas être un maître. Il voulait être le maître de personne. Et il voulait être le maître de personne parce que, au fond de lui, c'était une sorte d'anarchiste absolu. Mais peut-être que c'est ça la condition d'être un maître, de ne vouloir pas être un maître. C'est sûrement, oui. Lui, il ne voulait pas du tout être un maître. Hein. Lui, au contraire, sitôt que les gens commençaient à se confier à lui en disant « tu es un génie, tu as tellement de choses à m'apprendre, tout ça », il se mettait à dire « ah oui, mais je suis déprimé, j'ai des problèmes, ma femme m'a quitté », enfin, il te parlait de ses problèmes. Et tout d'un coup, il se présentait comme le contraire d'un maître, celui qui est faible, qui n'est pas capable d'assumer même sa vie, sa propre vie. Il se présentait comme ça, tout d'un coup, tu étais complètement décontenancé et tu ne pouvais pas te confier à lui. Il avait tellement plus de problèmes que toi, donc tu n'allais pas te confier à lui. Donc, à chaque fois, il faisait ça. Donc tu t'arrêtais tout de suite, tu ne pouvais pas lui parler de tes problèmes à toi. Donc il fuyait cette position de maître et en même temps, il s'infiltrait à l'intérieur de toi. C'était ça, la possibilité d'être un maître. Mais en même temps, il y avait une exigence intellectuelle terrible. C'était une exigence intellectuelle. Je pense que vous avez ici, en Roumanie, un héros que vous ignorez, c'est pas possible. Il faut que vous mettiez en valeur. Il faut qu'il y ait une rue à Lougoche qui s'appelle la rue Georges Devreux. Je ne sais pas. Il faut faire quelque chose. Je ne sais. C'est un héros national, à mon avis. Hein, pour vous, c'est un héros national parce que c'était une intelligence brillantissime, quoi. Et je me souviens, j'ai fait ma thèse avec lui, ma thèse de doctorat. Et donc j'ai écrit la presque totalité de ma thèse pendant des vacances. Au retour des vacances, je téléphone, je lui dis « Georges, j'ai terminé ma thèse ». Il m'a dit « Viens tout de suite ». Alors, je pensais que j'allais lui remettre la thèse et puis que j'allais le revoir. Il m'a dit « Assieds-toi là ». Et il a commencé à lire la thèse devant moi. Ça a duré du matin jusqu'à la nuit. Et il soulignait toutes les phrases, non, ça va pas, non, ça va pas, non, ça va pas, tout. Il y avait une exigence intellectuelle absolue. Il m'a persécuté, mais persécuté. Moi, j'ai jamais fait ça à mes étudiants. J'ai jamais fait ça à mes étudiants. Tu parles à tes thésards. Donc, voilà ce que c'est quand je dis c'est une douleur. C'est pas une douleur, c'est pas qu'il voulait me faire mal. Mais toi non plus. C'est pas qu'il voulait me faire mal, mais c'est son être même qui m'a pénétré et qui continue à habiter mes questions, en fait. Mes questions, pas mes réponses. Parce que les réponses qu'il donnait, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Hein, je ne suis pas d'accord sur le fond avec ce qu'il a dit. Mais mes questions, ce sont les siennes. Donc mes questions, ce sont les questions qu'il m'a léguées, elles m'habitent toujours.
mais ces réponses, ce ne sont pas les miennes. Hein. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Bon, alors, peut-être qu'on va dire un mot. Ça va, c'est clair ce que je vous dis là? C'est très clair. Ah bon. Alors, je vais vous dire, par exemple, sur sa question fondamentale, c'est sur l'ethnopsychiatrie. Ethnopsychiatrie, le domaine, l'ethnopsychiatrie. Et, apparemment, c'est quelque chose de simple. Mais en fait, ce n'est pas du tout quelque chose de simple. C'est-à-dire, quand on reçoit un patient, quelqu'un qui va mal, quel qu'il soit, hein, c'est pas vrai qu'il y a une possibilité d'écoute libre d'une personne. Ça n'existe pas. L'écoute libre, elle n'existe pas. C'est toujours une écoute orientée. L'écoute est toujours orientée. Ça, c'est vraiment une très grosse difficulté de l'écoute, en fait. De orienter l'écoute, en fait. Par exemple, moi, je sais une chose. Hein, dernièrement, au dernier séminaire que j'ai fait à Paris, il y a 15 jours, j'ai invité un médium. Un médium? Ouais, pour parler, pour nous expliquer comment il travaille. Un médium. C'est un médium qui parle avec les morts. Hein, parle avec les morts. Très connu, hein, c'est un médium très connu qui est célèbre, qui gagne beaucoup d'argent, qui voit des gens, des artistes, des acteurs, enfin, etc. Très connu, hein, mais brillant, hein, c'est quelqu'un de brillant, et qui, par exemple, te dit ton père est mort dans telle condition, c'était tel jour, il ne te connaît pas, quoi, il te dit des choses comme ça. Je ne sais pas d'où il tire ces choses-là. Et alors, je lui dis, mais comment tu reçois les gens? Il me dit, je lui dis, tu les écoutes? Il dit, ah non. Il ne faut pas qu'il me parle. Oui. S'il me parle, tout d'un coup, ça embrouille ma tête, je ne vois plus. Donc, écouter quelqu'un, parfois, c'est lui interdire de parler. C'est parce qu'il dit, si pour que j'entende quelque chose de lui, il ne faut pas qu'il parle. Parce que s'il parle, ça brouille mes visions. Parce qu'il voit, lui, hein, donc il a des visions. Ça, c'est un médium, et il travaille comme ça. Il a exposé ça devant des psychologues là, et des psychiatres qui étaient scandalisés, hein, je dois dire. Hein, les psychologues, ça c'est bien, très bien d'être scandalisé. Ils étaient scandalisés, ils disaient, mais comment, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est de l'exploitation des pauvres gens, etc. Ils ont commencé à le critiquer comme ça. Voilà. Ouais. Ils ont dit, t'es un charlatan. Peut-être c'est un charlatan. Peut-être c'est un charlatan. Mais en tout cas, sa façon de travailler, c'est le contraire de la nôtre. Hein. C'est-à-dire, il dit, pour écouter, il ne faut pas que l'autre parle. Pour écouter quelqu'un, il ne faut pas qu'il me parle. C'est comme ça que je peux écouter quelqu'un, c'est quand il ne parle pas. Donc cette écoute, elle n'est pas évidente, c'est pas facile de savoir qu'est-ce que c'est qu'écouter, quoi. Donc écouter en disant, j'écoute, je me laisse aller à la parole de l'autre, cette chose-là est quelque chose qui est très... J'ai beaucoup de doutes là-dessus. L'ethnopsychiatrie a été une discipline qui dit attention, pour écouter quelqu'un, il faut aussi écouter son univers, ses attachements, c'est-à-dire sa langue, quelle langue il parle. Ça, c'est très important. Par exemple, quand tu lis L'homme au loup de Freud, tu lis l'observation de Freud sur l'homme au loup, à aucun moment il ne dit que l'homme au loup il parle russe. C'est-à-dire tu lis toute l'observation, tu ne peux pas savoir qu'il est russe à partir de l'observation. Tu ne peux pas savoir qu'il est russe. Pourtant l'homme au loup c'est un russe total. C'est un vrai russe, quoi. Il est totalement imprégné de culture russe. Ces loups, ils sont russes. C'est pas des loups... des Carpates. C'est pas des loups des Carpates, c'est pas des loups roumains, c'est pas des loups allemands, c'est des loups russes. Donc, pour Freud, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'importance. C'est pas possible, ça. En ethnopsychiatrie, c'est pas possible. C'est le monde russe. Si je reçois un russe, il faut que je restitue le monde russe, c'est-à-dire tous les attachements qui l'accompagnent. Pour faire ça, il faut faire quelque chose. Ça ne peut pas venir tout seul. D'abord, je ne peux pas connaître tous les mondes. Donc il faut que je rende présent les univers, les attachements des patients. Ça, c'est quelque chose de fondamental qu'il m'a transmis. Lui Devreux, il parlait 8 langues. Hein. 8 langues? Oui, il parlait 8 langues. Il parlait toutes les langues d'ici, là. Hongrois, roumain, allemand, anglais, français, tout ça, toutes ces langues-là. Et puis il parlait aussi le malais,
il parlait le Moi, le Vietnam, parce qu'il est allé le Sedang Moi, parce qu'il est allé au Vietnam, il parlait 8 langues. Donc pour lui, il était plein de mondes différents, mais même si tu es comme lui, tu parles 8 langues, tu ne peux pas parler toutes les langues. Donc il faut bien que tu présentifies ces langues, tu les mettes dans l'espace de la consultation. Donc moi, sitôt que j'ai commencé à faire de l'ethnopsychiatrie, j'ai mis des gens qui parlaient les langues avec les patients. Ça, c'était quelque chose de fondamental. C'était pour pouvoir écouter les autres voix. C'est-à-dire quand quelqu'un vient, il a des voix qui l'accompagnent, des voix voice. Il y a des voix qui l'accompagnent. Ces voix-là, il faut leur donner une existence. Comme ils parlent dans d'autres langues, il faut que cette langue soit présente, quoi. C'est clair ce que je dis. Donc ça, c'est vraiment la question qu'il m'a mis dans la tête. Et depuis le début, j'ai tout fait pour essayer de la mettre en œuvre techniquement. Ce que j'ai réalisé, moi, si j'ai réalisé quelque chose dans ma vie, moi, ce que j'ai fait, c'est de proposer un espace technique où ces choses-là sont possibles. Donc ce que disait Irena, elle est gentille Irena, elle m'a fait beaucoup de compliments, tout ça, mais elle décrivait correctement l'espace de la séance. J'ai jamais travaillé seul à seul avec quelqu'un. Je trouve que c'est pas un bon espace pour travailler la clinique. Donc j'ai toujours mis du monde avec moi. Parce que lorsqu'on est deux, on est dans qui a raison. C'est toi qui as raison, c'est moi qui ai raison. C'est tout, c'est toute la question. La question, elle se réduit à qui a raison. Quand on est trois, on peut parler de l'autre en disant il. Ça, c'est fondamental. C'est pas tu et je, c'est il. Et cette parole à la troisième personne, il, ça c'est quelque chose de crucial, quoi. Donc il faut qu'il y ait du monde. Et comme il faut qu'il y ait des langues, j'ai toujours mis dans l'espace comme ça des gens des autres langues pour que cet espace rende possible les voix qui accompagnent les personnes. Et ça marche tout seul. Tu n'as pas besoin de te creuser la tête, tu n'as pas besoin d'être un génie. Devreux est un génie. Moi qui suis un petit, et donc j'ai besoin d'un dispositif technique. Et donc je mets les gens dans cet espace et eux, ils commencent à dire, mais dans la langue, on dit ça. Et à ce moment-là, les choses apparaissent. Les choses apparaissent, voilà. C'est comme ça que j'ai travaillé. Mais c'était la question, c'est Devreux qui me l'a mise à l'intérieur de moi. Hein. Alors, je prendrai juste un exemple, peut-être. Hein. Oui, peut-être. Je voudrais, après la quatrième voix de Sanda, qu'est-ce que tu penses sur ce monde si riche? Je suis fascinée par le monde, la richesse du monde, en effet. Et je crois que c'est presque impossible de ne tenir pas compte de ça. Et c'est tout à fait raisonnable de voir ça. La position thérapeutique doit en effet rester sur la position de l'attente, de l'écoute, de non-savoir. Je crois que le thérapeute doit être en effet un apprenti. Il est, comme nous l'avons déjà dit hier soir, un immigré dans le monde d'autre, plutôt que quelqu'un qui sait quelque chose. Alors ça, c'est une extension quasi totale de l'ethnopsychiatrie dans chaque rencontre, en effet, avec quelqu'un. Mais ce que me préoccupe, en effet, de comment c'est possible de transmettre ça. Quand on est dans les processus de formation, mais c'est une très
longue histoire, comment faire ça. Comment expliquer à tout le monde que c'est mieux de non savoir, en effet. Bon, alors, De temps en temps. Je ne sais pas, je sais pas si j'ai une réponse à ça. Non. Je ne sais pas si j'ai une réponse à ça. Prend Je vais du temps. seulement dire l'expérience que j'ai eue de la formation. Moi, je ne sais pas si j'ai formé des gens, hein, mais l'expérience que j'ai eue de la formation. Bon, j'ai fait ça tout au long de ma carrière, j'ai fait ça. Mais je ne sais pas si ça a réussi, hein, parce que la plupart des gens que j'ai formés, je ne les trouve pas bons. Hein. Bon. Ça, c'est sûr. Non, je ne parlais pas de toi, sauf Irena. Non, mais la préoccupation centrale doit être comment faire pour ne pas déformer. Bon, alors, c'est pas ça, la question de déformer, c'est pas grave. Hein. Non, déformer, c'est pas grave. C'est que la personne qui a été formée soit inventive, soit créative. C'est-à-dire qu'elle ne soit pas dans la répétition de ce qu'elle a appris, qu'elle ait acquis ce qu'elle a acquis pour créer quelque chose à partir d'elle-même. D'utiliser le langage. Alors, en ethnopsychiatrie, moi j'avais une chance. C'était une chance et c'était une difficulté. C'est que j'ai eu beaucoup de doctorants étrangers. Alors, j'ai toujours dit à tous mes doctorants, tu veux faire un doctorat avec moi, tu vas le faire sur ton monde à toi. Sur ton monde à toi. Donc, Lucien Ongpatine, par exemple, qui a fait une très très belle thèse, il est béninois, Yoruba du Bénin, il a fait sa thèse sur la psychopathologie des Yoruba du Bénin. Nathalie, elle a fait sa thèse sur les survivants de l'Holocauste, elle-même, elle est enfant de survivants de l'Holocauste, et donc elle a fait sa thèse sur les survivants de l'Holocauste. C'est-à-dire, je leur ai dit, tu fais ton travail de recherche sur ton monde. Et donc, forcément, moi je ne le connais pas, je veux dire, je ne connaissais rien des Yoruba du Bénin avant de voir Lucien Ongpatine. Je ne connaissais rien, je savais leur nom, c'est tout, hein. Je ne savais rien concrètement. Mais il m'a apporté du matériel, je lui ai dit, je ne comprends pas ce que tu me dis. Il m'a dit, viens avec moi au Bénin. Je suis parti avec lui au Bénin, j'ai regardé les choses avec lui, et après quand il a écrit sa thèse, je pouvais dire c'est juste ou c'est pas juste ce qu'il dit. Ça, cette chose-là, je suis sûr qu'à l'issue de ça, de cette formation, comme moi j'ai été totalement changé par ce qu'il m'a apporté, je savais que lui avait été créatif en fait. Bon, ça, je peux être sûr de ça. Continuer à apprendre avec les apprentis. Voilà, c'est ça. Et donc ça, je peux dire que cette personne-là, elle a bénéficié d'une formation. Je sais pas, je ne peux pas dire qu'il a été formé. Il a bénéficié d'une formation, il a bénéficié de quelque chose. Irena, elle a travaillé sur les survivants de Pitești. Et donc, parce que je lui ai dit, tu vas aller en Roumanie, tu vas travailler en Roumanie. Exactement. Hein. Et j'ai toujours dit ça à tous mes étudiants. Quand ils ne voulaient pas, quand ils étaient têtus, et qu'ils disaient, je veux faire sur la psychopathologie des enfants, etc. Ils ont fait des mauvaises thèses et ils ont fait, après, à mon avis, c'est des mauvais thérapeutes. C'est des gens qui n'ont pas bénéficié de la formation. Donc ça veut dire, j'ai un élément de réponse. Il y a une formation si le formateur est modifié par la formation. Voilà. C'est ça que je peux dire. Mais bon, ça c'est quelque chose de personnel parce que sinon, moi je m'ennuie. Sinon je m'ennuie avec la personne que je forme. Je me souviens de la supervision, je ne vais pas dire avec qui, un des grands patrons de l'Institut de psychanalyse de Paris, la Société psychanalytique de Paris, un des grands patrons. Je faisais ma supervision avec lui. Sitôt que je commençais à parler, il dormait. Et bien sûr, parce qu'il était sûr. Non, il était sûr qu'il savait déjà ce que j'allais dire. Il n'allait pas écouter en plus. Hein. Donc il dormait. Bon, il se réveillait de temps en temps, il disait un mot. Et comme je ne voulais pas le vexer, je disais, ah, c'est exactement ça. C'est pas une formation, on ne peut pas dire que c'est une formation, c'est n'importe quoi. Donc bon, moi j'avais de la chance par le fait que les gens que je formais, ils étaient en thèse de doctorat. Donc c'était très intéressant. C'était autre chose. Hein. C'était autre chose. C'était à l'issue de ça, ils avaient un diplôme dont ils pouvaient se prévaloir et qui avait une valeur
universitaire sur le marché du travail aussi. Donc c'était une vraie formation qui débouchait sur une vraie existence. Donc c'est une chance, ça, hein. S'il fallait que je forme quelqu'un comme ça en dehors de tout ça, je ne sais pas comment je ferais, hein. Monsieur le professeur, vous avez travaillé sur la figure du guérisseur. Oui. Est-ce que tous les guérisseurs sont des charlatans? Oui. Et tous les psys aussi. Ah bon? Oui. Ça ne veut pas dire que tous les psys, c'est des guérisseurs. Non. Alors, non, je veux dire, bon, j'exagère en disant ça, hein. Si on regarde les choses, ça dépend de quel point de vue on regarde les choses. Comment les guérisseurs sont... j'ai travaillé avec des guérisseurs. J'ai travaillé... je vais te raconter une scène. Tu vas comprendre ce que je veux dire. J'ai travaillé avec une guérisseuse de La Réunion, de l'île de La Réunion, qui était la plus grande guérisseuse de l'île de La Réunion, du pays. C'était la plus grande guérisseuse du pays. Elle était très très connue. Moi j'allais et je me mettais à côté d'elle et je regardais ce qu'elle faisait, hein. Je dis, moi j'étais professeur et elle était très fière, parce que c'était une femme simple, hein. Elle était très fière et disait, il y a un professeur qui vient de Paris pour voir comment comment je travaille. Oui, comment je suis professionnel et efficace, hein. Elle se faisait photographier avec moi à côté. Comme nous, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et il y avait des photos dans le journal qui paraissaient. Ah, c'est ça, va être pareil. Un grand professeur de Paris est venu pour me voir travailler, tout ça. Bon, moi, ça me plaisait, j'étais très content d'être à côté d'elle. Et puis, elle faisait des choses, des choses très étranges, hein. Par exemple, elle disait, il y avait un patient qui venait, je me souviens, c'était une femme, et elle disait, ah bah, tu vois, je la vois, c'est tout, je la vois rentrer là. Elle passait la porte, quoi. Je la vois rentrer, je sais qu'elle est prise par un esprit. Donc elle s'adressait non pas à la femme, elle s'adressait à l'esprit qu'il y avait dans la femme, et elle disait, qui es-tu? Qui es-tu? Tu es un esprit malgache, parce que on est à l'île de la Réunion, c'est pas loin de Madagascar. Tu es un esprit malgache, tu es un mort tourmenté, qui es-tu? Et elle commençait à parler à l'esprit. La femme entrait en transe, et puis au bout d'un certain temps, elle chassait l'esprit, et après la femme elle sortait de là et disait, ah, je vais bien. Bon. Donc cette séquence-là, c'est une séquence incroyable. Mais c'est une séquence qui donne raison à toute la théorie. Du point de vue d'un Réunionnais, il n'y a rien de charlatanesque, tout le monde est d'accord. Il y a des esprits, cette femme a un esprit, il y a quelqu'un qui voit l'esprit et qui chasse l'esprit, donc tout le monde est OK. Mais il y avait moi qui étais présent. Alors à un moment donné, elle me dit, ça fait très longtemps que tu me regardes. Elle met la femme en transe, elle dit, esprit, qui es-tu, etc. Hop, la femme est en transe, elle commence à hurler, et la guérisseuse s'en va, elle me dit, t'as qu'à faire le reste, toi. Le reste. Elle m'a laissé, elle me dit, puisque tu me regardes là, que tu es mon apprenti, quoi. Oui. Range les os. Ouais. Vas-y, fais la suite. J'étais complètement désemparé. C'est là que j'ai compris que c'est pas, je veux dire, c'est pas uniquement du concept, c'est de la technique. C'est de la technique et il faut un savoir-faire. Il faut un savoir-faire. Quelle main tu bouges? Tu la touches pas? Tu t'approches pas? Tu dis des mots, quels mots? C'est de la technique, uniquement de la technique, c'est un savoir-faire. Et quand j'ai été confronté à ça, moi j'étais complètement désemparé. J'ai dit non, je ne peux pas, je ne sais pas. J'avais vu, j'étais capable de décrire, sur elle. Je n'étais pas capable de faire avec les mains, quoi, hein. Et je pense qu'on a compris une technique quand on est capable de la faire soi-même. Pas quand on est capable de la décrire avec des mots. C'est quand on est capable de la refaire avec les mains, quoi. Et ça, j'ai mis très très longtemps à savoir faire des choses, hein. À savoir en parler. Tu peux faire ça en une heure, tu peux en parler. Mais savoir faire avec les mains. Donc les guérisseurs sont des charlatans si tu considères la théorie qu'ils véhiculent. Mais si tu considères la technique,
ce sont des artisans. Des artisans très compétents. Souvent, il y a des compétents et il y a des pas compétents, bien sûr. Mais quand c'était elle, elle était extraordinairement compétente. Elle ne se trompait jamais. Et dans les énoncés, et dans les actions, et dans les objets qu'elle utilisait. Le sel, l'eau, le feu, etc. Elle utilisait différents objets. La croix, parce qu'elle était chrétienne, elle guérissait par des prières aussi, des prières chrétiennes. Et donc là, elle ne se trompait jamais. Techniquement, elle était absolument au point. Techniquement au point. Maintenant, si tu parles de la théorie qu'elle avait, c'est un charlatan. C'est n'importe quoi. Je veux dire, sa théorie, c'est n'importe quoi. Mais bon, ça dépend de quel point de vue tu te places. Oui, maintenant, si tu te dis, est-ce que tu es capable, toi, de faire ça, c'est là que tu te rends compte que ce n'est pas du tout des charlatans. Du point de vue de leur théorie, tu peux dire c'est des charlatans, mais du point de vue de, est-ce que tu sais le faire, toi, avec tes mains, à ce moment-là, c'est plus du tout des charlatans et tu es obligé d'apprendre. Et ça, c'est ce qui m'a le plus intéressé quand j'ai travaillé avec les guérisseurs, c'est la nécessité d'apprendre. Alors, j'ai vu des choses, bon ça, j'ai vu ça à La Réunion. En Afrique, j'ai vu des choses beaucoup plus compliquées, en fait, en Afrique. Et là, je dois avouer qu'il y a des choses qui sont restées opaques pour moi. Par exemple, je me souviens, quand on était avec Lucien Patine, dont je parlais tout à l'heure, au Bénin, on est allé voir, il y a une association des guérisseurs de la ville d'Abomey. Je fais partie de l'association des guérisseurs d'Abomey. Moi, j'ai pris ma cotisation. Ça fait longtemps que je n'ai pas payé, mais bon, ça fait longtemps que je suis allé là-bas. Parce que je suis devenu ami avec eux, tout ça. Mais il y en a beaucoup, il y en a des centaines. Donc c'est une grande association, comme la Société de psychanalyse de Paris. Thérapie psychodynamique. Voilà. est président. Voilà. Donc c'est l'association des guérisseurs d'Abomey. Et donc, un jour, j'ai réuni, je leur ai dit, je voudrais faire une discussion avec vous. Est-ce qu'on peut réunir tous les guérisseurs spécialistes de la folie? Parce qu'il y en a qui sont spécialistes de la folie, spécialistes du mal de dos, ils sont spécialistes de maladies. Donc, on va réunir tous les guérisseurs spécialistes de la folie et vous allez me dire comment vous soignez la folie. Et moi, je vous dirai aussi comment moi je soigne la folie. Donc, on s'est tous réunis comme ça. Et puis, il y avait le plus vieux. Chacun, les jeunes étaient sûrs d'eux, quoi. Moi, ça me plaisait beaucoup de voir ça. Les tout jeunes, ils étaient sûrs d'eux. Ils disaient, moi, je sais très bien faire telle technique. Moi, je sais très bien faire telle technique. Ça, c'était les jeunes. Et quand on est arrivé au vieux, qui était le président de la société, il a dit, moi, je sais rien faire. Moi, je sais rien faire, il a dit. Moi, je ne fais rien. C'est mon fétiche qui fait tout. Oui, c'est ça. C'est mon fétiche qui fait tout. Et il a montré, dans un coin de la pièce, il y avait une chose comme ça. Une chose, là, je veux dire, c'est là où je dis, c'est mes limites. Moi, je ne sais plus comment on fait. C'est une chose, je ne sais pas comment dire. Qu'est-ce que c'est? C'est un tas de sable recouvert de broussailles, des choses bizarres, quoi. C'était comme ça dans un coin de la pièce. Et il dit, c'est lui qui fait tout. C'est comme, il dit, c'est comme un appareil de radiographie, quoi. C'est-à-dire, je lui demande, qu'est-ce qu'elle a, Irena? Hop, il répond. Je lui dis, fais quelque chose à Irena, il fait. Mais moi, je ne fais rien. C'est lui qui fait tout. Il a répondu ça. Et ça, c'était le président de la société. Et là, quand tu regardes le fétiche, tu es complètement étonné, quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Et c'est vrai. Alors, je vais te raconter un fétiche comme ça. Bon, c'était pas ce jour-là, c'était un autre jour, et c'était pas au même endroit. C'était au Burkina Faso. J'étais dans une case de guérisseurs qui avait aussi un fétiche pareil. C'était un tas, comme ça, dans un coin. Et il a commencé à parler. Il a dit quelque chose à son fétiche. Il lui a donné à boire. Parce que le fétiche, on lui donne à boire. On lui donne à manger aussi. On lui parle et tout ça. Donc, cette chose-là, tu sais pas ce que c'est. C'est un truc, quoi. Et il lui donne à boire, comme ça. Et puis il lui dit, on commence. Il y avait une poule. Il y avait une poule dans la case. La poule, elle s'est mise comme ça.
au garde à vous. Ça a duré, j'ai filmé, hein, j'ai le film. Hein. Ça a duré 1h30. La poule, elle est restée comme ça. 1h30. Une poule, elle est restée comme ça, au garde à vous. Après, il a dit c'est fini, et la poule, elle a commencé, elle est partie. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Lui, il disait, moi, j'ai jamais tué une poule. Hein, ce guérisseur-là, il disait, j'ai jamais tué une poule. Je prends la poule, je la pose sur le fétiche, elle meurt. C'est le fétiche qui tue la poule. Ces choses-là, ça, c'est fondamental. Ça, je pense que ça fait partie de la logique même de la thérapie. C'est-à-dire, si tu penses que c'est toi qui agis, ça ne marche jamais. Si tu penses que la maladie est dans la personne, ça ne marche jamais. Et au fond, ces guérisseurs-là, bien sûr que cette chose, je ne sais pas ce que c'est, hein, c'est ce qu'on appelle un fétiche, hein, dans la langue des anthropologues. C'est ce qu'on appelle un fétiche. Sauf que les anthropologues, ils disent un fétiche, mais est-ce qu'ils savent fabriquer un fétiche? La question, c'est pas qu'est-ce que c'est qu'un fétiche, c'est est-ce que tu sais le faire avec tes mains? Et est-ce que tu sais lui donner à manger? Et est-ce que tu sais lui donner à boire? Est-ce que tu sais parler avec lui? Non, ils ne savent pas, ils savent le décrire. Moi, je ne sais pas, hein, je ne dis pas que je sais, hein, mais je sais que la question, c'est comment faire. Pas qu'est-ce que c'est, mais comment faire. Et en tout cas, ça crée un dispositif où ça n'est jamais la personne elle-même qui agit, mais c'est une force tierce, l'autre force. On fait appel à une force et on agit non pas sur la personne, mais sur quelque chose qui est dans la personne ou qui est autour de la personne. Ce principe-là, c'est le principe même de la psychothérapie, moi je pense. De la thérapie, tout court, pas seulement psychothérapie, thérapie tout court. C'est le principe même de la thérapie. C'est pour ça que guérisseur, en fait, pour répondre à ta question, guérisseur, si c'est proche de quelque chose, c'est pas proche de psy, c'est proche de médecin. Oui. Parce que la médecine, c'est pareil. La médecine, les bons médecins ne soignent pas les malades, ils soignent les maladies. Ils soignent les maladies, c'est-à-dire ils savent quelles sont les maladies qui sont à l'intérieur de toi, ils savent comment les regarder avec un microscope et tout ça, et ensuite donner des médicaments qui agissent sur cette chose-là. Donc c'est quelque chose qui est extérieur à la personne. Et là, c'est de la bonne médecine. Eh bien là, pareil, les bons guérisseurs, ils disent, quand ce n'est pas moi qui agis, c'est lui qui agit, le fétiche qui agit, ça, je considère que c'est les bons guérisseurs. Donc à ta question, le vieux, là, c'était le plus charlatan et le moins charlatan. Puisque c'est celui qui disait, moi je sais rien faire. C'est tout. C'est cette chose-là qui agit. Voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est complexe. Dans la mesure que c'est les possible systèmes de guérison sont complexes. Hein? Comment faire ça clair? C'est un peu difficile. Alors, bon, moi, ils m'ont fait des choses pour m'impressionner aussi. Hein. Ah oui. Bien sûr, ils m'ont fait des choses pour m'impressionner, parce qu'il y a toujours ce côté spectacle aussi. Le spectacle est très important, hein, dans la thérapie. Le spectacle est très important partout dans le monde. Hein. Il y a des descriptions magnifiques dans l'anthropologie où on te montre ce qu'on faisait autrefois en Europe aussi. Hein. C'est-à-dire on fait on fait arriver devant le patient plusieurs thérapeutes et qu'il faut un concours. On fait des concours de thérapeutes. Les chamans font ça beaucoup. En Amérique du Sud, les chamans font ça beaucoup. Tu as un malade qui est un très grand malade, qui est très gravement malade. On fait venir 3, 4 chamans et chacun fait son truc. Et puis on voit quel est le meilleur, celui qui travaille le mieux. Et c'est un spectacle. C'est aussi un spectacle. Et ça, cette question du spectacle et de la participation de la collectivité à la thérapie est quelque chose de fondamental qu'on a oublié, nous, et je pense qu'on a tort de l'avoir oublié. Ça aussi, c'est quelque chose de crucial. Hein. Alors, ils me faisaient aussi du spectacle aussi, ces gens-là. Ils me faisaient du spectacle. Par exemple, à un moment donné, ils m'ont mis une poterie sur la tête. D'abord, ils me montrent la poterie,
Et il l'ouvre comme ça, elle est vide, il n'y a rien dedans. Mais là, il ferme la poterie et puis il me la met sur la tête. Et la poterie commence à marcher sur ma tête, comme ça, à se déplacer. Alors il dit, qu'est-ce que tu sens? Je dis, je sens qu'elle bouge. Il dit, ça te fait quoi? Je dis, je sais pas, ça m'étonne. Mais qu'est-ce que Ça me fait rien. mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Pour faire du spectacle. Pour que les gens regardent, rient, s'amusent, sont intéressés, etc. Et ça fait partie du travail. Ces choses-là, ouais, ça me paraît des choses qui sont très importantes, qu'on a oubliées. Et ça, dans l'ethnopsychiatrie, on a utilisé ces choses-là aussi, bien sûr. Hein. Mais ce n'est pas du psychodrame. Ça n'a rien à voir avec le psychodrame. Voilà, ça n'a rien à voir avec le psychodrame. C'est des choses à la fois sérieuses voilà. et spectaculaires. C'est sérieux et spectaculaire. Et ça, ces choses-là, moi j'étais très impressionné par ces choses-là. Par exemple, le mot vaudou. Tout le monde a entendu le mot vaudou. On croit que c'est de la sorcellerie, etc. Vaudou, dans les langues du Bénin, ça veut dire Dieu, en fait. Hein. Dieu. Oui, ça veut dire un Dieu. Un Dieu. Un Dieu. Oui, un Dieu, quoi. Un vaudou, un autre vaudou, un autre... Parce qu'ils ont plusieurs dieux, quoi. Ils ont plusieurs vaudous, quoi. Et donc, il y en a partout des vaudous au Bénin. Il y en a toutes sortes de vaudous. Mais si tu regardes, qu'est-ce que c'est qu'un vaudou? C'est un tas de sable. C'est un tas de sable. Un vaudou, c'est un tas de sable. C'est un tas de sable, comme ça. Et autour du tas de sable, ils accrochent ils nouent un ruban en satin. Un ruban en satin autour du tas de sable. Et ils l'arrosent. Ils l'arrosent avec du sang, de l'animal de sacrifice, avec de l'huile, avec du gin, de l'alcool, de l'eau, du Coca-Cola. Ils mettent des tas de choses, ils lui donnent à boire, ils lui donnent des tas de choses comme ça. Et au bout d'un moment que j'étais là-bas, j'étais capable de savoir si le vaudou est vivant ou s'il est mort. Moi, alors que j'y connais rien. Hein. Pourquoi? Parce que tu le touches, le vaudou. Quand il est vivant, il est chaud. Il est chaud. Il est chaud. Il est chaud, il a la température d'un corps. Quand il est mort, il est froid. On dirait, c'est un tas de sable. Comment ça se fait qu'il est chaud? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils font. C'est de la technique. C'est de la technique. La technicité est quelque chose de fondamental. Donc, de poser la question à partir de la théorie est mal poser la question. Il faut poser la question à partir de la technique. À partir de la technique. C'est ça que je veux dire. Je ne sais pas si c'est clair. Si, donc du dispositif oui, bien sûr. Qu'on met en place et des bien objets sûr. qu'on utilise, la manière dont on les manipule. Bien sûr. Et c'est dans ces objets-là et dans le dispositif qu'il y a la théorie. La théorie est dans le dispositif, elle n'est pas dans ce qu'on raconte. Voilà. Elle n'est pas dans notre tête ou dans la description. C'est ça que je veux dire. Oui. Malheureusement, il nous reste seulement 3 minutes. 3 minutes 3 minutes. On a fait. Oui, c'est passé comme ça. C'est passé comme ça. Bon. Oui. Sandra, si tu veux dire justement un mot sur... Je me demande comment apprendre de toute cette nouvelle aperçue de l'ethnopsychiatrie et comment transférer toute cette approche dans le monde roumain, en effet. Parce qu'on est ici, on est très divers. Oui, ça j'ai vu ça. Et avec tant de ruptures, avec des gens qui sont si différents, et le sujet d'appartenance et d'attachement est très nuancé, très détaillé. Et quand la question là si ardente est de penser à l'avenir, les générations qui vont arriver, qui sont très très différentes de leurs parents et ascendantes. C'est vrai. Et ça, c'est mon préoccupation maintenant. Et j'essaie de lire ces textes dans ce sens. Ah, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. Je ne sais rien. Enfin, je sais un tout petit peu de la Roumanie, de ce que m'a raconté Irena, c'est tout. De cette petite promenade que j'ai faite depuis quelques jours que je suis là aussi, j'ai vu la multiplicité des langues et des héritages qu'il y a en Roumanie. C'est un monde multiple, c'est un monde très très riche en fait. Hein. Je crois qu'il y a
un travail de réhabilitation à faire d'abord. Comme j'ai vu que vous réhabilitez les monuments beaucoup à Bucarest. Magnifique d'ailleurs, il y a des immeubles magnifiques qui sont spectaculaires, quoi. Mais vous devriez aussi réhabiliter les savoirs. Les savoirs anciens. Et il doit y avoir des gens qui continuent à pratiquer les techniques. Il faut aller recueillir les savoirs auprès des gens, quoi. Et ça c'est la première chose à faire, parce que c'est dans les savoirs et dans les manières de faire que sont les richesses. Ça, je suis persuadé de ça. Il y a tout un travail à faire, et à partir dans les lieux profonds, quoi, du pays, quoi, et d'aller chercher ça. Je crois que ça, c'est très important à faire. Monsieur le professeur Tabinathan, je vous remercie pour cette fête. Beaucoup de cadeaux. Oh, vous êtes gentil. Oui, oui. Vous êtes gentil. Merci Irena Talaban, merci Sanda Lepoev. Et j'espère que peut-être on va vous revoir en Roumanie. Ah bah avec plaisir, avec plaisir. Merci encore. J'aime beaucoup le pays et les gens surtout. Merci. Merci. Mulțumesc. Mulțumesc. Bon, d'abord, Irena, elle parle de moi comme si j'étais mort. Mais bon, mais peut-être que c'est son souhait aussi, hein, que je disparaisse. Comme ça, elle pourra parler de moi tant qu'elle voudra. Bon, ça ne me fait rien, je lui pardonne, parce que c'est quand même, elle est inspirée. Irena, elle est inspirée. Alors, moi, je suis là. Merci, merci Irena. Merci, merci Mattei d'avoir organisé tout ça. Merci Sanda d'avoir organisé aussi tout ce périple. En fait, je suis préoccupé depuis que j'ai commencé mes études, en fait. Hein, car, je vous remercie parce que vous êtes ici et que nous avons encore une leçon à apprendre de la part de vous. Merci beaucoup. Et en même temps, je voudrais vous donner un livre que le professeur Mattei Georgescu a travaillé d'arrache-pied pour être édité. C'est en roumain et en français. Walk the talk in Non, en anglais. en anglais, oui. Ça fait, vous commencez à le lire en roumain. Et parce que j'ai... oui, c'est bon, hein? Je pense. Je pense que le volume, le troisième, ça c'est le premier volume, ça c'est le deuxième, repère et tendance dans l'éducation, que je me permets de vous donner à Irena. À Irena, oui. Le temps qu'elle a écrit de moi. Hein. Oui, vous savez, vous connaissez tout. Irena, Il n'y a pas de secret. Ce que j'ai réalisé, moi, si j'ai réalisé quelque chose dans ma vie, moi, si ce que j'ai fait, c'est de proposer un espace technique où ces choses-là sont possibles. Donc ce que disait Irena, elle est gentille Irena, elle m'a fait beaucoup de compliments, tout ça, mais elle décrivait correctement l'espace de la séance. J'ai jamais travaillé seul à seul avec quelqu'un. Je trouve que c'est pas un bon espace pour travailler la clinique. Donc j'ai toujours mis du monde avec moi. Parce que lorsqu'on est deux, on est dans qui a raison. C'est toi qui as raison, c'est moi qui ai raison. C'est toute la question. La question, elle se réduit à qui a raison. Quand on est trois, on peut parler de l'autre en disant il. Ça, c'est fondamental. C'est pas tu et je, c'est il. Et cette parole
à la troisième personne, il. Ça, c'est quelque chose de crucial, quoi. Donc, il faut qu'il y ait du monde. Et comme il faut qu'il y ait des langues, j'ai toujours mis dans l'espace, comme ça, des gens des autres langues pour que cet espace rende possible les voix qui accompagnent les personnes. Et ça marche tout seul. Tu n'as pas besoin de te creuser la tête, tu n'as pas besoin d'être un génie. Devreux était un génie. Moi qui suis un petit